Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je suis très fier de passer après le vice-président de la commission jeune et le président de la Société astronomique de France, qui montre le dynamisme, et c'est aussi grâce à vous, et grâce aux tuteurs. Donc s'il y a des profs dans la salle ou des chercheurs qui veulent continuer à faire vivre nos passions à toutes et à tous, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à la SAF. Donc aujourd'hui, ce soir, on va parler géographie d'une planète exceptionnelle. Vous l'avez compris sûrement, depuis 32 ans, on parle d'astronomie et de toutes les sciences de la Terre et du ciel. Et évidemment, la référence quasiment dans toutes les matières scientifiques abordées, c'est la planète Terre. Et évidemment, quoi de mieux qu'un astronaute pour en témoigner, une certaine livrée, et pour témoigner de cette fragilité. Alors, il y a des satellites. On pourrait dire que les satellites artificiels qui tournent autour de la Terre aident effectivement les scientifiques à étudier, et on l'a vu encore tout à l'heure pour la conférence sur les milieux polaires, à étudier notamment le changement climatique, mais c'était vrai aussi pour l'océanographie, la volcano et à peu près toutes les disciplines, on va dire, dures des sciences de la Terre. La climato, évidemment. Alors c'est vrai. Il y a beaucoup de satellites artificiels qui gravitent autour de la Terre. De plus en plus, d'ailleurs, sont très précis. Il y a Sentinelle, la constellation Sentinelle, qui est issue de l'Agence spatiale européenne, qui fournit des images tous les jours. Mais les caméras, sont des caméras avec un œil électronique. Il n'y a pas la partie humaine, il n'y a pas la sélection du photographe ou de l'astrophotographe ou du géophotographe. Il n'y a pas cette passion, ce regard particulier, peut-être parfois avec tendresse, peut-être parfois avec rage aussi, qu'on va essayer de décrypter tous ensemble. Vous avez vu, tout le monde a suivi les pérénigrations du 10e astronaute français, Thomas Pesquet. Il y en a eu 9 avant lui, une seule femme. Des équilibres quand même assez injustes, mais c'est comme ça pour l'instant. Alors, il va falloir que l'Agence spatiale travaille à essayer de restaurer un peu l'équilibre quand même, parce que ce déséquilibre est toujours injuste et toujours inexcusable. D'autant que vous avez peut-être qu'Annie Chantal Levasseur-Regour est décédée le 1er août. Or, c'était la première femme à avoir été sélectionnée. C'était une Française. Elle n'est pas partie dans l'espace. C'est une grande cométologue et grande spécialiste des corps planétaires et des poussières interplanétaires. Elle est décédée malheureusement dans sa 78e année, au 1er août. Donc, je lui dédie ce petit voyage autour de la Terre. Et elle aurait dû voler avant Jean-Loup Chrétien. Les circonstances politiques ont décidé autrement. Alors, Thomas Pesquet, je ne vais pas vous faire la biographie. Tout le monde l'a suivi dans la presse, sur les réseaux sociaux, aussi bien pour Proxima, sa première mission spatiale, que pour la deuxième. On n'est pas là pour vanter le meilleur d'entre nous. C'est le plus beau, il est très fort. Il fait du judo, il fait du saxo, il fait de la musique, il est pilote, il est plongeur, il est parachutiste. C'est le fils idéal, le voisin idéal, le cousin idéal, le frère idéal, l'amant idéal. Non, ça, je ne sais pas. Il est très fort. Et c'est vrai qu'il est très fort. Mais surtout, il a l'incroyable privilège d'être monté 2 fois 6 mois dans la Station spatiale internationale, donc de faire 2 missions longues, ce qui est quand même incroyable. Alors, il a été sélectionné en 2009, donc il a un gros travail derrière lui d'entraînement. Ça, c'est le métier peut-être le plus injuste de tous les métiers sur Terre. C'est qu'il faut parfois 10 ans de formation avant de pouvoir enfin exercer. Et c'est le seul métier que je connaisse comme ça. Alors, c'est vrai que la récompense est plutôt sympa. Mais quand même, je ne connais pas d'autres métiers où il faut autant de former. Encore, parfois, il y a des gens qui ont été sélectionnés astronautes et qui n'ont jamais volé. C'est arrivé dans l'histoire, y compris en France. En tout cas, voilà, pour ce qui nous intéresse ce soir, il est muni d'un certain nombre, comme vous pouvez le constater, d'appareils photo. La marque, c'est Nikon, on fait un peu de pub au passage, avec des téléobjectifs de tous les types, aussi bien des grands angles que des zooms et des zooms télé, donc qui vont sans les doubleurs, parce qu'on peut aussi multiplier avec des doubleurs, jusqu'à 800 mm de focale. Donc pour ceux qui sont au fond de la photographie, c'est un très gros zoom, vous savez, ça permet de faire des choses assez spéciales déjà sur Terre. Alors quand on est à 400 km d'altitude et qu'on va à 28 000 km/h, évidemment, il ne faut pas bouger. C'est un peu comme si, sur l'autoroute, vous roulez et votre voisin essaie de prendre, vous savez, parfois les rapaces qui sont sur les piquets sur les autoroutes. Si vous ne freinez pas, la photo, elle sera floue. C'est à peu près pareil. Alors lui, il n'a pas freiné, mais il faut bien se caler à bord de la cupola. La cupola, c'est un petit module qui fait un peu moins de 2 tonnes,
qui a été fabriquée par les Italiens et qui est une fenêtre sur cours, une fenêtre sur la Terre. Elle est toujours orientée au nadir, c'est-à-dire vers la Terre, et elle permet initialement aux astronautes de contrôler le bras robotique de la Station spatiale internationale, hein, le grand bras qui va permettre de saisir des satellites et surtout les cargos ravitailleurs que les Américains et les Russes, parfois les Européens, envoient vers la station. Et puis évidemment, c'est une fenêtre sur la Terre et donc ça va permettre, durant leur loisir, de prendre des photographies. Voilà ici la cupola, donc un certain nombre de hublots, avec aussi des volets pour protéger des micrométéorites. On reparlera, je sais que dans la salle, il y a des grands spécialistes des météorites. On reparlera tout à l'heure de ces sujets. Et puis, bon, les vitres ne sont pas forcément toujours très propres, hein, surtout à l'extérieur. Et à force, ça commence à se rayer puisque les gens s'appuient dessus. Alors, on l'a dit, Bruno l'a dit, il a photographié énormément la planète pendant ses temps libres. Et globalement, ça a été publié sur tous les réseaux sociaux, dont le réseau des photographes qui s'appelle Flickr. Et vous voyez que le maximum de photos, c'est marqué en haut à droite, c'était 4000 photos, ce qui n'est pas beaucoup sur les plus de 320 000 qu'il a prises. Mais ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que dans ce réseau social, la NASA a publié les photos et dedans, il y a un certain nombre de métadonnées donc, qui vont donner la date, le titre de la photo, éventuellement une description, des paramètres EXIF, c'est-à-dire quand vous prenez une photo avec un appareil photo numérique ou un smartphone, vous avez l'ouverture, le temps de pause, le diaphragme, etc., etc. Donc c'est très intéressant. Éventuellement une petite classification, un petit label, et puis voilà, des choses comme ça qui vont nous donner des éléments sur la photo. Alors ce que j'ai fait, j'ai aspiré toutes les photos, voilà. Comme ça, hein, c'est pratique avec le web, des petits codes rapides, ça fait 4000 photos. Et puis, à partir de ces 4000 photos, je me suis dit, mais tiens, Bruno, il m'a invité sur scène, j'adore Florence, c'est la première fois que je fais le festival, je vais peut-être demander à une intelligence artificielle de faire la conférence à ma place. C'est la mode. Alors, on a demandé à une intelligence artificielle de classer les photos sans ordre particulier, en fait, en la laissant faire, véritablement. De classer les photos et de trouver en fait de quoi il s'agissait, en fait, de trouver une forme des mots-clés pour décrire ces photos. Donc classification de ces photos. Alors c'est assez étonnant, l'intelligence artificielle, qui n'est pas du tout entraînée pour ça au départ, elle a regroupé toutes les photos, quasiment, elle n'a pas fait beaucoup d'erreurs, toutes les photos du Soyouz, parce que son premier décollage, c'était avec Soyouz, le deuxième, c'était avec Falcon et SpaceX. Là, elle ne s'est pas trop trompée, elle a compris toute seule qu'il était parti en Soyouz. Et puis un deuxième traitement, elle a regroupé les villes de nuit. Et elle a compris que c'était des villes photographiées la nuit. Pas trop bête. Et aussi des photos de nuit, quelques photos de la Terre la nuit. On reparlera d'ailleurs de la pollution, hein, évidemment, et de la dépense d'énergie. Elle a aussi compris que c'était à bord d'une station spatiale, et donc elle a regroupé toute seule toutes les photos, quasiment toutes les photos de l'intérieur de la station spatiale ou du module ou des mêmes zones, mais au sol, en entraînement. Ça, c'est difficile de faire la différence. Et puis, pour s'amuser, on lui a donné un ordre, c'est de faire un drapeau tricolore, parce que c'est quand même le 10e astronaute français. Alors, elle a pris les bleus, à dominante bleue, blanche et rouge. Bon. Et puis enfin, juste pour voir si les intelligences artificielles sont de plus en plus, sont vraiment performantes ou pas, on lui a demandé de photos décodées. Et alors, elle a trouvé plein de mots relatifs à une mission spatiale, sauf le mot combinaison. Alors, comme c'est une intelligence artificielle en anglais, c'est les Américains, hein, vous savez, les Américains qui sont partout, eh bien, ils sont surtout là aussi en informatique. Donc, les mots, essentiellement, sont des mots en anglais. Mais elle n'a pas trouvé combinaison spatiale ou scaphandre. Bizarre. En tout cas, voilà. Et puis finalement, je me suis dit, non, je vais quand même venir faire la conférence parce que ça aurait été monotone, une conférence rien que par une intelligence artificielle, si performante soit-elle. Alors je vous propose cette petite promenade au-dessus de la planète Terre qui va effectivement être consacrée à une description de la géographie, de la géophysique de la planète, mais aussi on va parler un peu politique, économie, dépenses d'énergie, développement durable. Vous allez voir que depuis 400 km d'altitude, on a quand même une vue assez particulière de ce qui se passe en bas. Alors je les ai quand même regroupés par un certain nombre de thématiques. Et puis je me suis dit, je vais vous interroger, parce que je sais qu'il y a plein de conférenciers qui sont restés. Et puis vous avez, c'est quand même le Festival de Florence, c'est un public ça fait 32 ans quand même que vous êtes à l'école de l'astronomie et de la géophysique. Alors je vais vous interroger, ça sera quand même un petit peu plus dynamique
que si je faisais tout seul la conférence. Alors, première question, à chaque fois, ça va être à peu près le même genre de question, c'est où ça se trouve et qu'est-ce que l'on voit selon vous? Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Je ne vous fais pas passer de micro, hein, c'est encore un peu Covid, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait ce que l'on voit là sous les yeux? C'est l'Égypte, effectivement, et c'est les pyramides. Alors, c'est quelle pyramide? Vous avez une idée? C'est dur, ça. Alors, c'est pas Gizeh. Ça aurait pu être Gizeh, effectivement. Alors pourquoi j'ai commencé par ça? C'est effectivement un méga projet. On voit les pyramides depuis 400 km d'altitude. Ce n'est pas très difficile parce que ce n'est pas non plus des très gros volumes d'immeubles. Ce n'est pas Gizeh. Et en fait, Thomas, pendant sa première mission spatiale, il a eu énormément de mal à faire des photos des pyramides d'Égypte et le jour et la nuit. Le jour, parce que c'est perdu dans le brouillard du Caire et de la grande banlieue cairote. Et puis la nuit, parce que ce n'est pas du tout éclairé. Et donc, il a galéré, c'est le mot, pendant des semaines et des semaines avant de trouver les pyramides. Et il a photographié ses premières pyramides. Ça, c'est la pyramide rouge. On est sur le plateau de Dachour, juste à côté de Gizeh. Et ça, c'est la première pyramide, c'est la pyramide rhomboïdale. Ce sont deux pyramides extrêmement connues. Pyramide rouge, parce qu'elle était enduite de rouge. C'était la première pyramide à face lisse. Et rhomboïdale, parce qu'elle a été, pendant sa construction, et ça se voit bien avec le téléobjectif, hein, en grossissant, on voit très très bien, elle a des angles différents et non pas un seul angle par côté. Voilà, donc là, ici, on est juste à côté du plateau de Gizeh, et donc il a fini quand même par trouver le plateau du Gizeh et les trois célèbres pyramides avec le Sphinx. Donc, il faut faire attention parce que alors c'est là où on va jouer aussi avec les photos satellites, des satellites artificiels. C'est que ici, voici les trois pyramides, Képhren, Khéops et la troisième, Mykérinos, plus ici le petit Sphinx. Encore un peu, et ça va devenir un grand rond-point. Ça sera au centre d'un rond-point, comme nous on fait des beaux ronds-points, bah, eux ils vont faire ce rond-point-là. Vous voyez qu'ici, en fait, ça continue à construire. Hein. En fait, quand on prend, et là un astronaute ne peut pas même en 6 mois, détecter ces changements-là, ces changements à moyen et long terme, alors que la répétition, la répétitivité des satellites artificiels va permettre aux scientifiques, et notamment aux urbanistes, de voir comment, ici, une ville est en train de pousser et ses faubourgs sont en train de grandir. Eh bien, c'était ce qui est en train de se passer en 40 ans, alors que les pyramides d'Égypte étaient déjà dans le désert depuis des milliers d'années. En 40 ans, évidemment, le désert s'est réduit et la conurbation, la grande mégalopole du Caire, est en train de les avaler. Donc celles et ceux qui ont eu le privilège d'aller il y a des années à Gizeh, vous vous souvenez peut-être de la situation. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a une ville qui est en train de pousser tout autour. Alors en zoomant encore mieux, vous reconnaissez évidemment le Sphinx et puis les trois pyramides et puis les petites pyramides des reines. Alors toujours en Égypte, on va parler un peu changement climatique. On va toujours parler, là c'est la case méga projet. On va aussi essayer de prendre un peu de recul sur l'activité anthropique, sur les choix qui ont pu être faits par des ingénieurs, par des politiques, pour essayer de transformer le paysage et en essayant de bien faire. On pourrait faire cette conférence de manière critique et très négative, on pourrait la faire de manière critique et très positive en essayant de comprendre comment la technologie peut essayer d'aider et voir si ce sont des bonnes idées ou pas des bonnes idées. Et donc il y a déjà, dans la fin des années 70, évidemment le Nil, vous connaissez tous le Nil il est fantastique parce qu'il a des crues qui sont extrêmement utile depuis la nuit des temps, parce que les limons sont fertiles et évidemment, depuis toujours, on a cultivé, quand c'était des périodes de paix, on a cultivé sur les bords du Nil. Et puis, bien des ingénieurs se sont dit, mais tiens, si on dérivait une partie du cours du Nil pour essayer d'irriguer une partie du désert blanc et des hauts plateaux ou des bas plateaux, ça dépend des endroits, en rive gauche, pour essayer de faire de l'irrigation, puis parce que l'Égypte a une croissance démographique explosive depuis un certain temps déjà, pour essayer de nourrir mieux la population. Voilà, et donc ils se sont mis à forer un certain nombre de canaux, et puis à partir de petits bras qui préexistaient plus ou moins, évidemment, après les grandes constructions, notamment des barrages d'Assouan, il y a un certain nombre de bras qui se sont créés, qui n'étaient pas des bras initiaux, on va dire, ou naturels. Et puis, notamment en rive gauche, ici, vous voyez, en fait, ici, vous voyez
qu'il y a tout un ensemble de zones grisâtres, non pas blanches comme là, mais grisâtres, qui sont en fait le résultat d'un échec d'irrigation. Ils ont effectivement dérouté les eaux du Nil, une partie des eaux du Nil, et puis l'évaporation a été tellement intense que les eaux ne sont pas restées, on n'a pas pu cultiver très longtemps, et surtout les sels minéraux se sont mis, évidemment, du fait de l'évaporation, à envahir les terres, et qui les ont rendues impropres aux cultures. Et ça a été un échec retentissant. Alors, tous les 15 ou 20 ans, il y a un nouveau politique et un nouvel ingénieur qui se dit « mais il faut recommencer, on va faire différemment ». Bon, ça coûte beaucoup d'argent. Voilà, je livre ça à votre réflexion. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, ici Luxor, le barrage d'Assouan, et puis le lac Nasser, évidemment, avec les temples d'Abou Simbel à gauche et en bas à droite, partie de la mer Rouge. Alors, autre méga projet pas connu, toujours sur le même continent, sans louer les mérites de la colonisation britannique, c'est ce que j'ai appelé le mirage agricole, c'est le projet Gézira. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du projet Gézira. Le projet Gézira, c'est plus au sud, c'est l'héritage colonial britannique, donc ça se passe au Soudan. À l'époque coloniale, les Britanniques sont venus avec des ingénieurs à nouveau et ils ont utilisé le Nil et puis ils ont créé des milliers de canaux, des réseaux de canaux en rive droite et en rive gauche avec des écluses, avec des systèmes d'irrigation très performants, de sorte à créer un nouveau parcellaire et irriguer ce parcellaire pour faire de la culture de céréales, de fruits et légumes et de nourrir les populations de manière efficace. Alors ça a coûté beaucoup d'énergie, ça a coûté très cher et ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné tant qu'on a pu entretenir. Alors je ne vante pas le colonialisme, hein, loin de moi l'idée, mais depuis que le Soudan, les Britanniques se sont retirés du Soudan, c'est extrêmement difficile pour eux de maintenir et d'avoir ce niveau de technicité, d'ingénierie en hydraulique et pour entretenir l'ensemble de ces infrastructures, et les rendements commencent à baisser. Sachez que s'il n'y avait pas de guerre, c'est vraiment entre guillemets, hein, ça n'arrive pas sur cette planète-là, il y a des planètes où il n'y a pas de guerre, qui portent mal leur nom, comme Mars par exemple, mais ce n'est pas le sujet du jour. Là, il y a des guerres, il y a toujours eu des guerres dans ces endroits-là. S'il n'y avait pas de guerre, le Nil suffirait, avec ce genre de projet-là, à nourrir l'ensemble de la population, juste le Nil, de la population africaine, c'est-à-dire 1 milliard d'habitants, en étant extrêmement performant, sans trop d'apport d'intrants, en fait, hein, sans trop d'engrais, simplement avec la fertilité des limons et en manageant, en gérant très bien les ressources, et notamment les crues du Nil, de cette façon initiale. Bon. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le Soudan, on le verra tout à l'heure, se bat et il y a eu une dissension avec le Soudan du Sud, etc., etc. Alors, autre question, savez-vous ce que l'on voit et où on se trouve ? Kazakhstan, non. La Corée, non. Au niveau des pôles, non. Alors, gazoduc, non. Atacama, non. Pardon. Groenland, non. Sibérie, oui. On est en Russie. Et qu'est-ce que l'on voit? Pipeline, non. Gazoduc, non. Ah, ça se complique. Pas facile, hein. Et pourtant, c'est pas loin, c'est 400 km. Hein. Panneau de signalisation non plus. On voit bien le parcellaire sous la neige, hein. On voit que c'est des parcelles de champs. Hein. Eh bien, c'est l'héritage de Staline. Je m'explique. Parce que ça vaut quand même une explication intéressante. Avant les soviets, donc avant la révolution de 1917, il y avait les tsars. Les tsars étaient déjà les Russes n'ont vraiment pas de chance, hein, quand même. Hein. Enfin, c'est vraiment une aparté, mais c'est quand même un peuple qui je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y a un truc, quoi. Ils les cumulent. Ça date depuis longtemps déjà, quoi. Les tsars, donc à l'époque des tsars, 2 millions de morts, des famines épouvantables dans les zones de l'ouest de la Russie actuelle, c'est-à-dire entre l'Ukraine, quand même un beau grenier à grains actuellement, et la Russie, l'ouest de la Russie. Donc 2 millions de morts, des famines épouvantables, à cause, tenez-vous bien, ça va vous parler avec l'actualité, des étés et des hivers successifs consécutivement secs. Donc des récoltes pourries. Donc 2 millions de morts de famine, parce que le peu de récoltes, elles ont été utilisées par les tsars
pour l'exportation. C'est plus facile pour boire le champagne si on a de l'argent frais. Donc c'est comme ça que ça se passait. Ça a conduit notamment à la révolution de 17 et à l'arrivée des bolcheviks et des soviets. Eux, ils ont fait pareil. Ils ont continué la même méthode. Ils ont continué à affamer une partie justement des Ukrainiens, à peu près avec les mêmes méthodes. Et puis ensuite sont venus les Allemands d'Allemagne nazie. Ils ont fait exactement pareil avec aux mêmes endroits. Quand je vous dis qu'ils ont fait quelque chose, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ils les ont pris les uns après les autres et ça les a ravagés. En 1948, le petit père des peuples, Joseph Staline, est déjà depuis longtemps au pouvoir. Il a réglé ses problèmes de Seconde Guerre mondiale, mais il a des gros problèmes toujours de famine et d'efficacité des récoltes. Alors, méga projet, des ingénieurs, à nouveau, qui lui proposent un plan. On va domestiquer la nature. Ça, ce sont des arbres. Ce sont 5000 km d'arbres qui ont été plantés à partir de 1948 à travers toute la Grande Russie pour modifier le climat local, empêcher l'abrasion par les vents des terres fertiles, rendre les terres de plus en plus fertiles et finalement avoir une prospérité et une production agricole efficace. Ça existe toujours, ces arbres existent toujours. Là encore, je ne vante pas les mérites de Joseph Staline, ni de ses ingénieurs, quoique les ingénieurs, s'ils sont toujours vivants, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un méga projet. Alors, ça avait été inspiré par les Américains qui avaient fait à peu près la même chose, mais sur beaucoup moins long. Et vous voyez donc 3 rangées d'arbres qu'on voit extrêmement bien depuis la Station spatiale internationale. Alors là, évidemment, tout le monde connaît le Dubaï. Voilà, alors le Qatar, ils ont à peu près les mêmes. C'est pas cette forme-là, mais c'est le même genre de folie complètement absurde. Vous savez qu'ils ont du sable, beaucoup de sable, sauf que ce sable-là, il n'est pas fait pour la construction. Parce qu'en morphoscopie des sables, c'est un sable qui a été trop transformé par l'éolien, par l'érosion éolienne. Du coup, on ne peut pas l'utiliser en construction. Alors, ils sont allés puiser du sable au fond de la mer. Ça, c'est déjà une bonne idée aussi, de génie. Et puis, ils ont fabriqué des grandes îles artificielles qu'on voit pousser comme ça. Et puis, si vous avez quelques dizaines de millions de dollars, vous pouvez vous acheter une villa bien climatisée. C'est mieux qu'à Florence. Au bord de la mer. Alors, ils ont déjà des problèmes de maintenance magnifiques. Évidemment, parce qu'ils ont juste oublié que le niveau de la mer allait bientôt monter chez eux aussi, que l'océan il est global, quoi qu'on en dise. Et donc, ça coûte déjà bien plus cher que ce qui était prévu. D'ailleurs, ils ont ralenti une grande partie et des ventes et des constructions, et ils ont même commencé à faire, ici, vous voyez sur le côté là, un nouveau chapelet d'îles pour encercler cette île, ces îlots-là, ces presqu'îles. Et vous voyez en haut à droite, ce que Thomas Pesquet n'a pas pu voir, parce que ça c'est un satellite, c'est un ensemble de satellites sur 5 ou 10 ans qui voit pousser non seulement la ville de Dubaï côté terre, dans le désert, vous voyez ici très bien Dubaï, et puis évidemment ces îles artificielles absolument délirantes, mais très esthétiques au demeurant. Alors voilà en gros ce que ça donne. Vous voyez ici, ça, un astronaute ne peut pas voir ça, évidemment. C'est là où c'est très complémentaire avec un satellite ou une constellation de satellites. Alors des déserts, évidemment, Thomas Pesquet, il en voit beaucoup des déserts, et il en voit le matin, le midi et le soir, avec des éclairages et des angles différents, avec aussi des angles de la station. Vous savez que la station orbitale, elle va pas dans les milieux polaires, donc elle va pas beaucoup plus loin que 51 degrés, 51,3 en latitude nord et en latitude sud. Donc sur les déserts, qui sont plutôt des déserts équatoriaux, là, en l'occurrence, ou tropicaux, c'est parfait. Alors là, on a une très belle structure. Je ne vous fais pas l'affront de vous demander ce que c'est. Pardon ? Mauritanie. Structure de Richat, c'est ça. C'est pas du tout, comme le pensait à une époque Théodore Monod, c'est pas du tout un cratère d'impact. C'est plutôt une très vieille structure volcanique effondrée. Mais c'est vrai que de loin, ça fait un cratère d'impact. C'est à peu près un peu plus de 50 km de diamètre. Quand on est devant, on ne s'aperçoit pas vraiment que c'est une structure de cette nature-là. Mais en tout cas, vu de l'espace, d'ailleurs, c'est un point de repère important pour les astronautes. Tous les astronautes, généralement, font la photo souvenir de l'œil de l'Afrique, la structure de Richat. Ah, par contre, là, je pense qu'Asma, elle est obligée de connaître cette structure. Comment la pointer ?
Donc ça, c'est un astroblème, donc c'est un cratère d'impact très érodé, également en Afrique, et doublé d'autres caractéristiques géomorphologiques très sympathiques qu'on appelle des yardangs, qui sont en fait des projections éoliennes sous un vent dominant. En fait, l'érosion va sur des milliers, des millions d'années parfois, générer ces drôles de formations géomorphologiques. Alors là, il se trouve que l'impact a oblitéré la surface de la Terre, très peu érodé, mais quand même un petit peu parce qu'il est relativement vieux, et doublé d'une structure géomorphologique intéressante, des yardangs. On a ce genre de géographie et de paysage aussi sur Mars, notamment. Alors, c'est pas très grand, là, vous voyez, ça fait un peu moins de 13 km de diamètre, c'est au Tchad et ça s'appelle Aoronga, c'est assez connu. Alors, toujours dans le Sahara, il y a parfois des paysages assez étonnants qui peuvent paraître un paysage tiré d'un Star Wars, par exemple, perdu au milieu de nulle part. Donc, pareil, il faut s'imaginer à 28 000 km/h, parce qu'il ne passe pas son temps derrière le hublot, il a quand même beaucoup de travail, ça c'est juste sur son temps libre. Il a plusieurs fois repéré des structures qui lui ont attiré l'œil, en fait, l'œil du photographe, et réussi à faire la photo au bon moment. Ici, c'est une structure, en fait, une intrusion granitique. C'est le Djebel Arkanou, donc c'est au sud-sud-est de la Libye. Vraiment, si vous voyez le découpage avec la bordure de l'Égypte et du Soudan, on est juste à 2 pas de la frontière avec l'Égypte et du Soudan, tout en bas à droite de la Libye. Donc une structure, une intrusion granitique extrêmement érodée, très ancienne, avec du sable classique autour. Elle domine à peu près de 500 mètres de haut le plateau qu'il y a tout autour. Et puis surtout, vous voyez qu'elle a des petits chenaux à l'intérieur avec des corridors. Et là, il y a 1 millimètre à peu près de précipitation par an d'eau, donc il ne pleut pas. 1 millimètre, c'est comme s'il ne pleuvait pas. C'est un des endroits les plus arides et les plus chauds et les plus secs de la planète. Il n'y a pas d'ombre. Et pourtant, il y a quand même quelques plantes qui poussent. Et il y a quand même quelques êtres humains. Donc vous voyez, tout n'est pas perdu avec la canicule. On va pouvoir s'adapter. Ça, c'est le côté positif de la soirée. C'est que même à 45 degrés sans ombre, on peut survivre. Ils ne sont pas nombreux, ils ont des chèvres, ils ont quelques animaux, donc ils les mettent dans ces canyons où il y a un peu d'ombre quand même en fonction de l'heure du jour, et puis les bêtes sont un peu rachitiques quand même, c'est pas de l'herbe très grasse, mais les bêtes vont essayer de manger, et puis les hommes vont manger les bêtes après, chacun son tour. Voilà, donc c'est pour vous dire, j'espère qu'on ne sera pas comme ça dans la région de Florence d'ici 50 ans. Mais enfin, bon, ça va venir, vous inquiétez pas. Toujours dans le Sahara, d'autres formations absolument magnifiques. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? C'est pas une méduse, on dirait un haricot vert. Hein? Non, c'est pas une méduse ni un haricot vert. Pardon? Un volcan? Ah ouais, pas mal. Effectivement, c'est la caldeira d'un volcan, et donc la caldeira, c'est la cavité sommitale d'un volcan. Alors c'est un très très vieux volcan, très érodé, que vous avez ici avec en fait plusieurs appendices de cette caldeira. Et puis là, ici, vous avez des lacs. Un lac avec des eaux très vertes, ici avec de l'eau plutôt classique. En fait, elle est assez saumâtre quand même. Et puis des pentes en fait, où il y a eu du ruissellement, mais il y a déjà très très longtemps, parce que là aussi, il doit pleuvoir à peu près 15 à 20 mm d'eau par an. C'est guère plus que la photo précédente. Donc là, ça s'appelle l'oasis des moustiques, qui porte très bien son nom, parce que dans ces marigots, il y a une explosion de larves de moustiques. Donc c'est un endroit très sympa pour les touristes, évidemment, qui viennent voir l'oasis des moustiques et qui se font piquer joyeusement. C'est très joli. Mais voilà, ça ressemble aussi un peu à une base secrète de Star Wars. Et vous voyez tout autour des cinérites et des vieilles cendres volcaniques, des sables très fins et noirs qui ont été répandus dans le petit bassin qui entoure cet ancien édifice volcanique, et qui contrastent évidemment très fort avec le reste du sable autour. Toujours en Afrique, le Nil, qui parfois peut cisailler littéralement le paysage.
Donc là, on est beaucoup plus au sud que précédemment. On est dans le Soudan, entre deux villes qui s'appellent Semna et Koka, deux villes de moyenne taille. Et là, vous voyez donc sur la partie basse, alors le nord est à gauche, sur la partie basse de l'écran, vous avez plutôt un désert de sable, donc un erg, et sur la partie haute, plutôt un désert de cailloux, un reg. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir le Nil comme ça, et cette dichotomie absolument magnifique. Bon, là, on ne cultive pas beaucoup, mais quand même, enfin, aux alentours de ces villes-là, il y a un peu d'irrigation. Mais la photo est très graphique, hein. Donc, il a l'œil du photographe, Thomas, et donc il a réussi à capter des paysages assez spectaculaires. Alors, cette photo-là aussi, elle mérite qu'on s'y arrête. Avez-vous une idée de ce que c'est? Ça ne vous parle pas? Des lacs? Oui, absolument. Ce sont des lacs. Bravo. Le niveau, hein. Ouais, ce sont des lacs. Ce sont des lacs, et en fait, ce sont des lacs en plein Sahara qui sont le témoin d'une catastrophe climatique qui s'est déjà produite. Là aussi, ça va rejoindre l'actualité. Je m'explique. Le Sahara, vous savez tous qu'il y a très longtemps, ce n'était pas du tout un désert, c'était plutôt une savane arborée, plutôt une jungle, avec d'ailleurs des animaux plutôt de jungle, d'ailleurs, avec un climat complètement différent et des paysages complètement différents. À l'époque, disons, il y a entre 5 et 10 000 ans encore, il y avait des lacs beaucoup plus importants. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de lacs. Ça, c'est les plus grands lacs de la région. Ça fait que quelques kilomètres de long pour quelques centaines de mètres au plus de large. Les lacs sont en train de disparaître. Ce sont les aquifères. Donc l'aquifère qui peut avoir plusieurs dizaines de milliers d'années, qui affleure, avec une évaporation extrême, évidemment. Donc, si vous voulez, comme il n'y a pas de précipitation, l'aquifère, alors il est sûrement très important, l'aquifère du Sahara, mais vous allez voir plus loin que si on pompe de manière industrielle l'eau de cet aquifère, eh bien, mécaniquement, il y en aura moins de l'autre côté. Ça, c'est un des deux autres côtés. Et vous voyez ici eh bien, des signes d'évaporite, hein, donc c'est en train de régresser. Et en fait, là, vous avez un paléo-rivage. Alors, c'est un peu comme sur Mars. Il y a des paléo-rivages sur Terre aussi. Il n'y a pas que sur Mars. Hein. Et bien, il y a eu des extensions bien plus importantes, en fait, de ces lacs sahariens. Et il y a des gens qui vivent là, encore aujourd'hui. Alors, il y a une eau complètement impropre à la consommation humaine. Elle est tellement salée, d'ailleurs, qu'il n'y a même pas d'animaux dedans. Du coup, il n'y a même plus de moustiques. Même les moustiques, ils ne veulent pas y aller. Et puis, il y a quand même quelques eaux claires, du fait, justement, de l'aquifère et de la résurgence de l'aquifère qui affleure à cet endroit-là et qui permet une eau de consommation, d'irrigation pour les hommes et les bêtes. Donc, il y a quelques humains qui réussissent à vivre dans cette zone-là. Et voilà un paysage en pleine transformation. C'est la fin de la transformation. Alors ça peut durer encore quelques millénaires, hein, à voir en fonction des réserves d'eau souterraine. Changeons de thématique, faisons un peu d'hydrogéographie, d'hydrogéologie. Vous avez ici une très belle image du Nil, à nouveau, en vraie couleur, elle n'a pas du tout été retraitée. Et vous avez ici devant vous un cours d'hydrogéologie. Vous avez ce qu'on appelle le lit mineur du Nil. C'est là où coule l'eau en permanence, avec un certain nombre de bras et de ramifications. Et puis en verdâtre, c'est le lit majeur, c'est-à-dire c'est là où il y a eu l'extension de la dernière crue la plus importante, où là il n'y a plus d'eau, mais par contre il y a encore une certaine humidité. Éventuellement il y a un peu d'aquifère aussi de la nappe en fait, de la nappe du Nil, qui fournit un peu d'humidité, on va dire. Et puis là, vous voyez des infrastructures humaines, des routes et des maisons, avec des gens, évidemment, qui doivent cultiver, quand ils le peuvent, les zones les plus fertiles autour du Nil. Mais là, c'est très joli, en vraie couleur. C'est quand même assez étonnant de voir ça. C'est le Nil blanc. Hein. Vous savez qu'il y a deux Nils qui se rejoignent, le bleu et le blanc, et qui vont finir par fermer le Nil tout court un peu plus loin. Autre fleuve, autre image assez spectaculaire. Avez-vous une idée de quel fleuve on parle? Amazon, non. Brahmapoutre? Oh, bravo. Brahmapoutre, effectivement. Le Brahmapoutre en Inde,
eh bien, d'ailleurs, ici, vous avez le reflet du soleil dans des marécages. Alors, on va décrypter un petit peu cette photo. Là, vous avez ce qu'on appelle un chevelu, hein, c'est-à-dire un chevelu en tresse, en fait. Le fleuve, il est en tresse. Ça nous indique déjà beaucoup de choses. D'abord, ça nous indique qu'il n'y a pas de pente, que l'énergie, elle est dissipée. Alors là, il n'y a pas d'équation, mais on fait quand même un peu de physique. Elle est dissipée latéralement. L'énergie du fleuve, puisqu'il n'y a pas de pente, eh bien, elle va dissiper latéralement et elle va façonner ce paysage. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, vous avez ici l'Himalaya du Népal. On voit qu'il y a une grande différence entre la rive droite, parce que le fleuve va du haut à droite vers le bas à gauche. Grosse dichotomie entre le nombre d'affluents de rive droite et d'affluents de rive gauche. Évidemment, le bassin versant, en fait, avec l'Himalaya du Népal et les contreforts, eh bien, sont encore très puissants. Il y a encore beaucoup de neige, encore beaucoup de glaciers. Et évidemment, ça va alimenter le Brahmaputra. Et donc, vous voyez un réseau hydrographique très efficace, beaucoup moins ici. Autre point intéressant, vous avez ici une belle barre nuageuse. D'accord ? Et puis ici, vous avez de la neige. Donc là, on arrive à voir assez facilement la différence entre de la neige et des nuages. Ce n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, je veux parler d'intelligence artificielle, ce n'est pas pour rien que j'ai commencé cette conférence comme ça. C'est que l'intelligence artificielle, il faut en fait très peu d'occurrences pour lui apprendre, et surtout dans du multispectral ou de l'hyperspectral, à faire la différence entre les nuages et l'eau. Un œil humain, il faut parfois des années d'entraînement, ce n'est pas toujours simple à faire pour les photo-interprètes. Ça prend pas mal de temps. C'est un peu comme pour lire des radiographies médicales. Et puis, qu'est-ce que l'on peut dire encore d'autre ? Que c'est une fabuleuse réserve de biodiversité. C'est un des derniers grands fleuves sauvages, complètement sauvages dans cette partie-là de la planète. Et que malheureusement, eh bien, vous voyez ici des incendies parce que, comme un peu partout sur la planète, eh bien, on défriche. Les gens, sous la pression anthropique, sous la démographie, eh bien, les gens défrichent et vont faire des cultures, vont faire de l'élevage, évidemment au détriment des écosystèmes. Ici, chez nous, comme chez eux, personne n'échappe à cette tragédie, et surtout pas les écosystèmes les plus fragiles. Donc voilà, probablement que dans 30 ans ou 50 ans, le paysage sera complètement différent. On continue en hydrogéologie. Alors là, c'est pas de la glacio, mais il faisait très froid manifestement ce jour-là. C'était l'hiver. On est sur le Dniepr. Vous connaissez tous l'actualité, évidemment. Alors c'est pour ça que je vous ai mis le Dniepr. On est à 100 km au nord de Kiev. On est plutôt côté biélorusse que côté ukrainien, d'ailleurs. Et on est juste à côté de la centrale de Tchernobyl. C'est assez intéressant en termes de biodiversité, parce que depuis l'accident nucléaire de 86, il y a toute une zone gigantesque qui a été interdite aux populations et où la biodiversité, en tout cas une nouvelle forme peut-être de biodiversité, enfin la biodiversité a reconquis du territoire sur ces zones qui étaient préalablement bien habitées par des paysans. Il n'y avait pas une très grosse densité de population, mais là ça a été évacué complètement du fait de la radioactivité et la nature a repris en partie ses droits. En attendant, voici ici une très très belle photo du Dniepr, et qui va nous servir pour faire un mini-cours d'hydrogéologie. Vous voyez ici le cours majeur du Dniepr, hein, donc ce grand fleuve. Et puis vous voyez tout autour un certain nombre de bras morts ou de bras qui ont été plus ou moins détachés, qui se sont plus ou moins recoupés à la faveur des migrations, en fait, enfin à la faveur des crues et des décrues, à la faveur des saisons. Dans le temps, le fleuve s'est mis à bouger, à réagir. En hydrogéo, on considère en fait qu'un fleuve, c'est un peu comme un organisme vivant. Si vous faites un stimuli, il y aura une réponse. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, en fait, il n'y a pas de stimuli anthropique, il y a juste la nature qui fait déborder le fleuve, et donc le fleuve peut s'exprimer en rive droite et en rive gauche. D'ailleurs, beaucoup en rive droite sur la photo, manifestement. Mais prenons l'exemple d'un fleuve comme la Seine, il est très canalisé plutôt dans sa partie aval. Eh bien évidemment, s'il y a des crues majeures, les flots ne pourront pas s'exprimer, ne pourront pas déborder latéralement. Donc le fleuve, il va dissiper son énergie, comme je vous l'ai déjà dit, et du coup, il va creuser. S'il ne peut pas s'exprimer latéralement, il va creuser. Au bout d'un moment, il ne peut pas creuser très profond non plus, donc il va déborder latéralement. Et c'est là où les catastrophes anthropiques vont arriver, notamment les grosses inondations. Donc, il ne faut pas bétonner les berges des fleuves.
Si on bétonne les berges des fleuves, il ne faut pas s'étonner que le jour où ça déborde, eh bien, ça fasse des dégâts, puisque derrière le bétonnage, on a construit des maisons parfois, et surtout voilà, des maisons et des industries. Donc c'est un vrai sujet, en fait, que l'aménagement du territoire des fleuves. Au passage, je suis passé juste à côté, j'ai visité, on est allé voir la centrale nucléaire à côté, là, donc il y a un réacteur en maintenance, manifestement, l'autre qui fume tout doucement, il ne doit pas produire beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans la Garonne, l'eau est très chaude déjà à l'amont, j'imagine qu'elle est forcément beaucoup plus chaude à l'aval. Ça pose des vraies questions, en fait. Le nucléaire, aussi bien en cas d'inondation qu'en cas d'étiage et de sécheresse grave, pose des problèmes techniques majeurs. Bon. Il n'y a pas qu'à Tchernobyl. Toujours à Kiev, puisque c'est l'actualité, je me suis dit, mettons une image rafraîchissante, puisque là, vous voyez que le fleuve dégèle. Vous reconnaissez ici l'enceinte du grand stade où joue le Dynamo de Kiev. Et puis, pour ceux qui connaissent, vous avez par ici, ici, la cathédrale Sainte-Sophie. Il y a deux cathédrales Sainte-Sophie. Et celle-là, c'est une très belle cathédrale. Voilà, et puis, on reconnaît en fait cette forme très particulière de la capitale ukrainienne. Autre fleuve, autre région géographique, vous voyez que c'est très graphique. On a choisi, et Thomas a choisi le premier, moi j'ai fait que récupérer une certaine partie de ces images, des images très visuelles, très graphiques, très étonnantes, qui parlent beaucoup. Alors elles parlent d'abord, elles sont très, très belles, mais derrière, il faut aller un peu au-dessous des cartes pour essayer de comprendre ce qui se joue aussi dans ces territoires-là. Alors ça mérite là aussi quelques explications. D'abord, le Syrdarya, c'est un des deux grands fleuves qui alimentent la mer Morte. Vous savez que la mer Morte a été asséchée par les soviétiques pour faire de la culture, à nouveau de la méga-ingénierie, de la culture massive de coton notamment. Et puis récemment, la mer d'Aral, pardon, j'ai dit la mer Morte. Il y en a un qui suit. La mer d'Aral, merci. Pas la mer Morte, la mer d'Aral. Donc je reprends. Les soviétiques ont donc dérivé l'Amoudarya et le Syrdarya pour leur culture. D'ailleurs, on voit ici des grands canaux, des grandes infrastructures d'irrigation. Et donc, ils ont fabriqué des champs de coton et ça a produit massivement une super industrie cotonnière, notamment à l'époque soviétique. Super. Sauf que la mer d'Aral, du coup, elle a été évidemment littéralement siphonnée, asséchée avec une catastrophe écologique, plus des dizaines de milliers de pêcheurs qui se sont retrouvés sans poissons, puisque les poissons sont morts. Évidemment, il n'y a plus de mer et plus de poissons. Ça a été très rapide. Et là encore, le satellite, tout le monde l'a vu, cette animation satellite, où on voit la mer d'Aral complètement rabougrie. Alors, après la chute de l'Union soviétique et du mur de Berlin, les Nations Unies ont aidé en fait, les autorités locales à reconstruire une partie de l'irrigation sur la partie nord de la mer qui regonfle à nouveau. On a réintroduit des poissons, des amphibiens et tout un écosystème aquatique et progressivement ça commence à revenir, mais enfin ça sera encore très long et ça ne sera jamais plus comme avant. Bon, ok. Alors ici on voit à nouveau des migrations des méandres. Vous voyez que le fleuve qui vient, dont l'amont en fait naît dans l'Himalaya, traverse un certain nombre de grands pays. Tout le monde se sert un petit peu parce que ce sont des ressources en eau assez rares. Il y a là aussi, l'eau vaut très cher. Donc c'est un régime pluvio-nival. Là encore, on voit qu'il n'y a pas, a priori, il n'y a pas beaucoup de pentes. Il n'y a même pas beaucoup de courant en fait. Ça se voit comme ça graphiquement. On voit qu'il y a de la migration quand il y a des crues majeures dues aux fontes des neiges. Bon, voilà, donc le fleuve bouge. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, on pourrait s'arrêter là. Eh bien, pas du tout. Le Kazakhstan, c'est le plus grand producteur d'uranium au monde. Donc, pour faire de l'uranium, on a des mines. On fabrique, donc on creuse la terre. On fait des mines. Vous allez voir des belles photos de mines. On en a vu d'ailleurs cet après-midi aussi des vieilles mines de diamants en Russie. Là, ce sont des mines d'uranium. Comme tout minerai, il faut le rincer. On reparlera tout à l'heure de vos téléphones portables. Il faut rincer le minerai. Le minerai d'uranium, ça se rince dans des bassins de lixiviation. Évidemment, c'est radioactif déjà nativement, c'est pour ça qu'on le prend. Donc l'eau de rinçage, elle devient radioactive. Puis l'eau de rinçage, on la rejette une fois qu'on l'a utilisée pour sa lessive. C'est de la lixiviation, c'est de la lessive, vraiment.
Et donc on la rejette, et puis elle repart dans le réseau. Et puis à l'aval, on irrigue les champs de coton, on irrigue les villes, on irrigue les animaux, on abreuve les animaux et les gens, voilà, avec de l'eau contaminée, fortement contaminée, tellement contaminée que les Nations Unies disent qu'elle n'est pas potable. Voilà. Sauf que l'uranium, c'est une denrée rare et chère, et du coup on n'est pas prêt de l'utiliser. Autre continent, on part en Australie, toujours pareil, là aussi l'Australie, un pays continent presque, absolument magnifique. Là, nous sommes à Renmark, le fleuve s'appelle le Murray. Vous voyez de très très beaux méandres dans le lit mineur. Et puis quelques boucles détachées, toujours très actives. Ça signifie bien que la nappe phréatique est très active et un peu en largeur à droite et à gauche, en rive droite et en rive gauche. Et que, alors peut-être que certains, comme en haut, là, vous voyez qu'ici, les boucles ont été complètement détachées. Certaines boucles sont détachées du chenal principal, du lit mineur, mais elles fonctionnent parfaitement en micro-circuit fermé. Voilà. Et puis, il y a beaucoup d'irrigation. Alors les pauvres Australiens, là, vous avez vu les méga-feux l'année dernière, des feux impossibles à arrêter. Ça, évidemment, c'est aussi une conséquence du réchauffement climatique dans l'hémisphère sud, avec malheureusement des pratiques agricoles qui ne sont pas meilleures que les nôtres. Alors, je ne sais pas s'il y a des agriculteurs dans la salle, mais ceux qui font du maïs et qui arrosent le maïs toute l'après-midi à 37, 38, 39 degrés, le taux d'efficacité est très très mauvais. Je ne sais pas s'il faut continuer à faire du maïs ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il faut l'arroser, parce qu'évidemment, l'eau, elle a à peine touché le sol qu'elle est déjà évaporée à 38 degrés, surtout entre 14h et 18h. Eh bien, eux, c'est pareil, sauf qu'en plus, nous aussi, on a des industries, il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi beaucoup d'industries, et puis il y a les villes qui consomment énormément d'eau. Si vous voulez acheter une résidence secondaire en Australie, moi, je vous le déconseille, parce que ça va s'empirer manifestement, en fait. Ils ont de plus en plus de problèmes d'eau. Ils en avaient déjà nativement, mais sous la pression anthropique, industrie, agriculture, urbanisation, ça devient un vrai problème et ça va causer des drames dans les décennies qui viennent parce qu'il y a un problème de ressources, littéralement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas des pluies abondantes parfois, qui vont recharger partiellement ou totalement pour un certain temps les nappes, mais voilà, ici, à nouveau, le fleuve Murray un peu plus en amont, qui continue en fait son destin. Voilà, c'est toujours très joli. Là, ce sont des zones moins urbanisées et un peu plus naturelles. Autre continent, là j'ai sélectionné cette image-là parce qu'elle est très jolie. Nous sommes en Afrique, au Congo, à la confluence d'une petite rivière, dans la ville de Tsikapa. Vous voyez ici la ville, hop. Et puis ici donc la confluence. Donc on est au Congo, la confluence avec le Kasaï. Et en fait, pourquoi j'ai sélectionné cette photo? Parce que vous connaissez, vous avez lu Le Petit Prince, vous connaissez les latérites. Latérite, c'est sols et formations rouges, des oxydes de fer, pour faire simple. Eh bien, vous voyez ici que les latérites sont charriés par le fleuve principal. Et puis son petit affluent, manifestement, ce n'est pas les mêmes couleurs. Et ce qui est assez troublant, en fait, c'est le cas de le dire, c'est que les eaux ne se mélangent pas tout de suite à la confluence, mais attendent plusieurs kilomètres et encore. Vous voyez, elles mettent, parce que les densités ne sont pas les mêmes, parce que encore un peu de physique et de chimie, le mélange ne se fait pas automatiquement, immédiatement à la confluence, et ça fait donc des très belles photographies. Ici, c'est en France, vous avez une idée d'où c'est ? Non, alors c'est pas en métropole, je vous ai eu. C'est en Guyane, c'est à Kourou. Alors je me suis baigné là, en fait. Quelqu'un est allé voir Ariane décoller ou une fusée Vega dans la salle? Personne? Ah si, là, voilà. Alors ici, vous avez l'hôtel où les gens du CNES, d'ESA et les scientifiques dorment. Ça, c'est Kourou, en fait, c'est la ville de Kourou. La base spatiale, elle est un peu plus par là. Et là, vous avez donc le fleuve Kourou qui se jette dans l'océan, avec un très beau panache, vous voyez ici, de sédiments et d'alluvions qui sont chargés par le fleuve. Moi, Kourou, je croyais que l'océan était bleu turquoise, la Guyane, tout ça, ça fait rêver. En fait, pas du tout. L'eau, vous ne voyez pas, c'est de l'eau très boueuse. Alors, c'est l'océan quand même, mais c'est boueux. Vous
c'est pas la peine de mettre un masque, il n'y a rien à voir. Il y a des alluvions. Alors ce qui est encore plus étonnant, c'est que ici, ce n'est pas le bleu turquoise, hein, c'est les alluvions de l'Amazone, qui est à des centaines de kilomètres plus loin. Donc le delta de l'Amazone, il est tellement large et tellement puissant que le fleuve Kourou se jette dans les alluvions de l'Amazone. Voilà, je trouvais ça assez étonnant. Alors ici, drôle de photographie, je n'ai pas compris au départ ce que je voyais parce qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Là, vous avez un fleuve avec un beau méandre, et puis là, vous avez un trait droit comme ça. Je n'ai pas compris tout de suite, et en fait, ça, c'est un canal anthropique qui a été fabriqué par les hommes pour que les bateaux remontent beaucoup plus vite le fleuve, de sorte à pouvoir faire de la batellerie en fait, hein, et travailler et transporter des matières premières. Donc on est en Roumanie, quasiment à l'aval du Danube, pas très loin de son delta. J'ai trouvé ça assez étonnant. Alors ce canal-là, il fait que quelques centaines de mètres, quelques kilomètres au plus, mais c'est assez joli. Alors, autre thématique, la Terre vue de nuit. Ça peut paraître très joli comme ça, mais bon, évidemment, vous êtes tous des astronomes, de fervents astronomes. Vous savez que la pollution du ciel nocturne, c'est un peu notre ennemi. Hein. Non seulement c'est du gâchis d'énergie, parce qu'il ne se passe rien la nuit, tout le monde dort, sauf les astronomes. Et ceux qui ne dorment pas, puisqu'ils sont astronomes, ils n'ont pas besoin d'être éclairés. Alors j'ai placé Florence, quand même. Je ne sais pas si monsieur le maire ou madame le maire de Florence est dans la salle. En tout cas, on peut féliciter son conseil municipal, parce que c'est... vous voyez, il n'y a pas beaucoup, il n'y a même pas d'éclairage. Hein, on ne voit pas trop d'éclairage dans la zone. Bon, il y en a peut-être toujours un peu trop, mais a priori, il n'y en a quand même pas beaucoup. On n'est pas loin du triangle noir de métropole. Alors cette vue-là, elle n'est quand même pas fréquente, hein, de la Terre et de l'Europe. Vous voyez jusqu'à la Corse, la Sardaigne, la botte italienne, là, avec le nord de l'Italie extrêmement éclairé la nuit, malheureusement. Là, l'arc alpin, qui lui, évidemment, ce sont des montagnes, donc c'est plutôt plongé dans le noir. On ne parle pas du Benelux, où c'est éclairé comme en plein jour, ni de l'Île-de-France. Voilà. Mais ça vous donne quand même une petite idée. Là, ce n'est pas une aurore boréale, c'est l'atmosphère de la Terre, qui est tellement transparente qu'on voit à travers, qui est très peu épaisse. Donc là aussi, un peu de physique de l'atmosphère, c'est le air glow. Et puis, évidemment, vous avez reconnu quelques constellations magnifiques, puisque Thomas Pesquet n'a pas fait beaucoup d'images, mais je vous en montrerai quelques-unes du ciel de nuit qui sont assez remarquables. Alors voilà, là on a une catastrophe écologique majeure, parce que non seulement c'est pas bon pour la biodiversité d'éclairer la nuit, hein, les animaux nocturnes se perdent, les animaux qui migrent se perdent aussi, sont déconcentrés. Et puis, on sait maintenant qu'il y a un certain nombre de maladies, et notamment le cancer du sein, qui peuvent être provoqués par de l'éclairage nocturne. Il ne faut pas éclairer les chambres la nuit, et il ne faut pas éclairer non plus les villes, ou alors il faut avoir des rideaux et des persiennes ou des fenêtres qui occultent complètement les lumières extérieures. Donc c'est un vrai problème de santé publique, en plus d'être un problème d'énergie. Donc là, le nouveau gouvernement s'affaire avec la crise énergétique. Il faut savoir en fait que les lois elles sont passées et elles ont été l'application est faite déjà depuis longtemps, puisque c'était Madame Kosciusko-Morizet qui la première a exigé en fait, a fait voter une loi dont les décrets d'application sont passés pour éteindre les enseignes et les bureaux la nuit. Donc ça fait déjà des années que ça existe et que ça devrait être appliqué. C'est jamais vraiment appliqué. Il n'y a pas de sévérité sur ce sujet-là. Peut-être que les choses vont changer. En tout cas, l'éclairage public, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas moins d'agression parce qu'il y a plus d'éclairage. C'est un peu comme les caméras de surveillance. Il n'y a pas moins d'agression parce qu'il y a plus de caméras de vidéosurveillance. Peut-être qu'avec les caméras, grâce aux caméras de vidéosurveillance, on peut résoudre des affaires, mais ce n'est pas le même sujet. Voilà. Donc là, vous avez ici, vous avez reconnu Paris et Londres. Voilà, Paris ici, tac. Ici le Cotentin, ici Londres, et puis là le Benelux. Absolument, rien ne vous échappe. Allez, je vous la mets à l'envers, parce qu'il n'y a pas de haut et pas de bas pour Thomas Pesquet. Londres toujours, ici toujours le Benelux, Paris, le Cotentin, la Bretagne, la façade atlantique. Bon, on peut s'amuser à retrouver les grandes villes, hein, vous voyez que ça marche plutôt pas mal.
malheureusement, ça marche pas mal. Encore un autre angle différent. C'est toujours assez impressionnant de voir cela. Alors, on ne sait pas si c'est très graphique, mais en même temps, c'est quand même un peu une catastrophe écologique. Alors, le souci, c'est que la technologie ne nous aide pas. On remplace les ampoules classiques à filaments par des LED. Alors, on fait 30% d'économie d'énergie, mais ça éclaire encore, et ça éclaire encore plus. Et donc, du coup, on ne règle pas vraiment notre problème d'astronome et nos problèmes environnementaux, quoi. Bon, on ne fait que 30% d'économie d'énergie. Voilà Paris. Alors là, c'était évidemment tilté, hein, parce qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, donc le nord était un peu incliné. Vous avez une idée de ce que c'est là? Oui, bravo, Bordeaux, absolument. Bordeaux vu la nuit. Une idée? Oh là, très fort. Non, non, c'est Lyon, confluence du Rhône et de la Saône, ici. Bravo. Plus dur. Pardon? J'ai entendu ici? Ouais, Nantes. Bravo, avec les châteaux des ducs de Bretagne au bout de la flèche. Une dernière ou peut-être pas d'ailleurs. Marseille, non? Ouais, Nice, absolument. Avec un certain nombre de villes bien connues. Vous voyez que ça éclaire quand même pas mal, hein, Antibes, Monaco, et puis l'aéroport ici, avec les pistes dans le noir. Alors changeons de continent, allons voir un peu ce que font nos amis ailleurs sur la planète. Voilà ici Las Vegas, encore une aberration. Celles et ceux qui sont allés à Las Vegas peuvent en témoigner. Alors c'était un petit pueblo il y a 60 ans, 70 ans, Las Vegas. C'était bien pour que Hollywood aille voir les champignons atomiques exploser à distance. Hein, c'était ça la mode à l'époque. Bon, les modes ont changé. Maintenant, c'est le jeu. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est quand même en plein désert. Hein, Dubaï n'a rien à envier à Vegas. Et donc, on construit, et voilà ce que l'astronaute ne peut pas voir, mais ce que la répétitivité des satellites artificiels peut voir. Eh bien, c'est qu'à mesure en fait que la ville explose et grossit, elle siphonne littéralement les eaux du Colorado et du lac de retenue juste à côté. Donc c'est vraiment littéralement les vases communicants. Voilà, et vous voyez que ça va quand même très très vite. Hein. Alors bon, c'est une histoire d'Américains. Hop, on va revenir en arrière. C'est une histoire d'Américains, si ce n'est quand même que eux aussi, vous savez, hein, ils ont des sécheresses assez violentes, des méga-feux pareil. Donc il y a des endroits quand même qui sont vraiment en stress et en crise majeure aux États-Unis. Ils irriguent énormément. Les eaux du Colorado servent à ça. Et si tant est que bientôt les Mexicains, qui sont tout à l'aval, n'auront plus d'eau dans le Colorado pour irriguer à leur tour leurs champs. C'est ça qui est en train de se jouer actuellement aux États-Unis. Donc il y a non seulement Vegas qui fait n'importe quoi, littéralement, mais en plus ça crée évidemment un conflit alors avec les Américains en même temps, qui n'est pas en conflit avec les Américains. Bon, en tout cas là, il y a des bonnes raisons. Autre exemple de conflit étonnant visible depuis l'espace, c'est la frontière pakistano-indienne éclairée la nuit. Ça, c'est la frontière, littéralement éclairée la nuit. C'est quand même assez magnifique, hein, on est sur Terre. Hein, voilà. Donc c'est la vallée de l'Indus, vous voyez ici la vallée de l'Indus, tac, voilà, magnifique. J'ai rajouté quelques éléments, le nord d'abord, la frontière ensuite, et puis quelques villes. Alors merci les Anglais cette fois-ci, c'est pas les Américains, chacun son tour, chacun va en prendre un peu ce soir. Là c'est les Anglais, enfin les Britanniques, quand ils sont partis évidemment, ils n'ont pas pu s'empêcher de laisser quelques cadeaux empoisonnés. Il y a un Pendjab, des deux côtés, évidemment, c'est les mêmes gens, en fait. Hein. Ils ont oublié que c'était les mêmes gens, mais voilà. Donc, c'est quand même assez stupéfiant et ça se chamaille régulièrement à la frontière, hein, évidemment. C'est pour ça qu'ils l'éclairent. Islamabad, ici. Et puis New Delhi, ici. Et puis le Tibet et l'Himalaya du Népal plongés dans le noir. Très jolie photo. Alors, on n'est pas à une frontière éclairée prête. Hein, et là, pour le coup, sans faire l'apologie des dictatures, ni de la Corée du Nord, là, pour les astronomes, c'est le royaume parfait parce que, en tout cas, la nuit, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Vous avez ici la frontière entre la Corée du Sud, très bien éclairée, et puis le reste de la Corée du Nord,
comme vous pouvez le voir, beaucoup moins bien éclairé. Alors là aussi, j'ai rajouté quelques éléments. Hop. Vous voyez Pyongyang, quand même, à Pyongyang, il y a un peu de lumière, parce que c'est la capitale, il ne faut quand même pas exagérer. Donc là, le nord, vous voyez, attention, ceux qui connaissent un peu la géographie de la région, le nord est tilté vers 16 heures. Donc là, vous avez la mer Jaune, et puis ici, la mer du Japon, donc avec la rive sud, enfin même ouest plutôt, est, pardon, je vais y arriver, la rive est de la Corée du Sud. Donc voilà, c'est quand même assez étonnant de voir qu'on peut aussi faire un peu d'économie et de la politique depuis l'espace. Alors des lacs, restons dans les frontières. Est-ce que vous connaissez ce lac? Non, ça vous dit rien? Le Mont Cenis, ça vous parle? 1947, il y a des Italiens dans la salle? Non? Parce que ça, c'est une prise de guerre aux Italiens. En dommage de guerre de la Seconde Guerre mondiale, on a pris le Mont Cenis. Ici, il y a un barrage hydroélectrique. Donc ça, maintenant, c'est français. Il ne faut pas le dire trop fort, parce qu'en ce moment, Vladimir, il a tendance à récupérer des terrains. Ça peut donner des idées aux autres. Donc, on ne va pas le dire trop fort. Mais voilà, ça, c'est le lac du Mont Cenis. Ça, c'est très joli aussi. Ceux qui connaissent l'Amérique du Sud, vous avez peut-être reconnu la Laguna Colorada, qui donne sa couleur au flamant rose à travers une chaîne alimentaire qui provient du krill, qui est rouge. Voilà, donc si vous mettez un colorant bleu à un flamant rose, il devient bleu. Ou si vous mettez du krill qui n'est pas rouge, il devient blanc. Bon. Faites ça si vous avez un flamant rose chez vous, c'est sympa. Donc là, c'est très joli et vous voyez que là aussi, on voit que le lac est en train de s'assécher parce que également sur les hauts plateaux du Chili et de Bolivie, là aussi, évidemment, il ne pleut pas déjà beaucoup, mais avec les changements majeurs de circulation atmosphérique, il y a une crise régulière et vous allez voir après qu'elle est amplifiée par des activités humaines un peu étonnantes. Autre lac très joli aussi, ça c'est en Iran. C'est le lac d'Urmia, pareil, avec des changements de couleur dus à la composition en fait, des bactéries et des micro-organismes à l'intérieur du lac. Et parfois, on peut s'y baigner quand même. Et puis là, même type de lac, on retourne en Australie, le lac Frome, où là aussi, on a littéralement des vidanges en fait, qui sont faites parce qu'il y a trop de prélèvements dans ces lacs. Donc là aussi, transformation du paysage, avec des îles qui apparaissent, et puis finalement, les eaux vont complètement disparaître. Toujours en Australie, là vous avez un lac qui porte très bien son nom d'ailleurs, hop, je vais l'afficher, c'est le lac Argile, avec ici beaucoup de turbidité, beaucoup de fines, de sédiments en suspension, et puis vous voyez que les eaux finissent par s'éclaircir un petit peu, et puis à l'aval, il va y avoir des prélèvements, beaucoup de prélèvements dans le lac Argile pour l'irrigation aussi. Ça, c'est un très beau lac qui dégèle, comme vous pouvez le voir. C'est le lac Alakol au Kazakhstan. J'ai mis assez longtemps avant de l'identifier. Et donc là, on est en pleine débâcle. C'est un lac d'altitude. Ça, c'est le lac Balaton, célèbre chanson, avec la presqu'île de Tiani, très jolie. Et puis, à nouveau, retour en Amérique du Sud, où on voit là un glacier, en fait, qui se jette dans la mer. Oups, il n'y a pas le titre. Non. J'ai perdu le nom du glacier. Mais donc là, vous avez une langue glaciaire, pourtant je connais que ça, il y a une très longue langue glaciaire à l'amont. Et donc là, vous avez ici des moraines latérales et des convergences. En fait, il y a plusieurs glaciers qui viennent s'ajouter. Et donc, ce que l'astronaute ne peut pas voir à nouveau, c'est le recul du front glaciaire. Donc, en une dizaine d'années, le front glaciaire a reculé de plusieurs centaines de mètres, mais surtout, encore moins visible depuis l'espace à l'œil nu, mais là, il faut du radar ou du lidar pour faire des mesures de volume. Les langues glaciaires sur Terre, quasiment tous les glaciers terrestres sont en train de perdre en épaisseur et en volume.
Donc c'est assez inquiétant. Non seulement ça remonte, mais enfin ça fond. Donc les moraines frontales ont tendance à remonter à l'amont, mais en plus ils perdent en volume. Alors c'est pas vrai pour tous les glaciers. Il y a des glaciers qui, avec le réchauffement climatique, gonflent. Mais il y en a quand même très très peu. Il faut surtout pas croire que c'est la tendance majeure. La plupart des glaciers continentaux sont en train de disparaître. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'aller à la mer de glace, mais mon papa qui a 85 ans, quand il était jeune, il était à la mer de glace et la mer de glace arrivait au petit train de Chamonix. Aujourd'hui, le petit train, il vous dépose et vous pouvez aller vous promener longtemps. La mer de glace, elle est très très loin du petit train. Donc, dans une vie d'homme, on voit la transformation d'un paysage. Alors, en parlant de vie d'homme, qu'est-ce qu'on va livrer aux générations futures ? Les premiers milieux... oui, tout à l'heure, on a eu une super conférence sur les milieux arctiques et antarctiques, mais vous et moi, on n'a pas la chance d'aller facilement en Arctique ou en Antarctique. D'ailleurs, Thomas Pesquet non plus, puisque la station spatiale, elle n'y va pas. Mais par contre, il y a plein de littoraux partout sur la planète qui sont affectés et qui seront probablement plus là dans 50 ans, en tout cas plus du tout de la même façon. Ici, c'est une de ses plus belles photos. C'est une embouchure. C'est l'embouchure des Bijagos, c'est l'archipel des Bijagos en Guinée-Bissau, donc en Afrique de l'Ouest. Cette photo, elle est absolument magnifique. C'est une réserve de biodiversité incroyable, et parce qu'il y a un ensemble de niches écologiques extrêmement différentes qui se rencontrent à cet endroit-là. C'est un véritable carrefour, c'est une interface entre le milieu marin, le milieu fluvial, avec de l'eau douce, à l'intersection des deux, des eaux saumâtres, donc énormément de faune et de flore variées, plus ou moins capables de s'adapter au milieu intermédiaire, à l'un ou à l'autre des milieux. Donc il y a 3 milieux différents. Beaucoup de palétuviers, donc une réserve est très efficace pour lutter contre l'érosion des côtes. Question majeure des spécialistes en océanographie, c'est est-ce que, notamment les palétuviers, vont avoir la capacité de migrer en même temps que l'eau va monter ? Eh bien, personne n'a la réponse. Soit ils vont disparaître et ils ne seront pas capables de migrer, de remonter sur le continent, soit au contraire, ils seront, en fonction de la progressivité du niveau, de la hausse du niveau des mers, capables de remonter et d'exister, de continuer à protéger et à abriter cette niche écologique extraordinaire et foisonnante. Il y a des lamantins, il y a plein d'animaux absolument incroyables, faune, flore, une faune aviaire incroyable. Il y a des millions d'oiseaux qui viennent d'Europe du Nord et qui viennent ici se reposer, comme dans le Saloum, dans le delta du Saloum, de la même façon. Donc là, c'est toujours les Bijagos, mais cette fois-ci avec le nord en haut. C'est toujours aussi beau, prise à une autre heure de la journée. Et vous voyez les deux images mises côte à côte avec les deux missions spatiales de Thomas, Proxima à gauche et Alpha à droite. Donc je vous parlais du Sénégal et du Saloum. Là aussi, des milieux extrêmement sensibles, avec très peu de densité en réalité de population. Il y a quand même des gens qui travaillent, il y a des pêcheurs, il y a quelques agriculteurs, quelques éleveurs, mais pas beaucoup en réalité. Il n'y a pas une pression anthropique énorme. La pression, elle va venir de l'extérieur. Là, vous avez la flèche de Sangomar, très belle pointe sableuse, qui va migrer au fil des tempêtes. Vous verrez ça sur une autre image et une autre animation. Et des zones comme ça, il y en a partout. Il y en a en Iran aussi, en face de Dubaï, dans l'un des nombreux détroits de Clarence. Il y a plein de détroits de Clarence sur Terre. Il y en a un en Iran, dans un parc national protégé. Les Américains ont inventé la notion de parc national, et même les Iraniens en ont aussi, donc c'est bien. On essaie de protéger des zones, des activités industrielles et humaines. Et là aussi, vous avez des réserves de biodiversité exceptionnelles. Plus proche de nous, en mer Caspienne, l'embouchure de l'Oural. J'ai trouvé cette photo très esthétique, très belle. On dirait une feuille d'arbre irriguée, et c'est très joli. Là aussi, niche écologique, réserve de biodiversité avec toute une faune sauvage absolument magnifique. Alors ça, c'est une forme en géomorphologie très particulière. Ça s'appelle un liman. C'est un genre de lagune où vous avez, donc là on est en Ukraine, le Dniestre, c'est ça le liman en fait, vous voyez qu'il est pris par les glaces, il est en train de dégivrer
vous avez des ports industriels, et donc une forme de lagune en Ukraine en pleine débâcle. Ça rafraîchit un peu. Et là, vous avez encore une autre photo étonnante. Alors, c'est une pareidolie magnifique, on dirait un canard. Enfin, moi, je vois un canard, peut-être pas vous. Mais moi, je vois un canard. En fait, évidemment, ce n'est pas un canard. C'est un lac en Italie, en Sardaigne même. C'est l'étang de Cabras, avec donc une différence, évidemment, entre les eaux salées de la mer Méditerranée et puis les eaux un peu saumâtres de cet étang de Cabras. Alors, où sommes-nous? Le Mont Saint-Michel, bravo. Ah, bravo. Vous pouvez applaudir. Avec une très belle aile delta, une ombre en forme de delta, hein, le Mont Saint-Michel ici. Alors, un peu de géographie du littoral. Eh bien, vous avez reconnu ici l'endroit où on peut se promener, le Shore, donc où on dit palu en normand. Et puis la slick, alors attention, attention au sable mouvant, à marée basse évidemment, la slick est à éviter. Vous avez ici le petit îlot granitique de Tomblaine, et puis les fleuves, ces lunes qui se jettent ici. Bon, on est à marée basse, c'est le Mont Saint-Michel, bravo. Toujours sur les côtes françaises, vous voyez l'érosion du littoral. Donc vous avez reconnu les grandes falaises de Dieppe, avec des eaux assez turbides aussi en littoral, et sous les assauts de l'océan et des tempêtes, là aussi on a une érosion côtière qui est quand même de vie d'homme assez efficace. Alors là, encore une fois, l'astronaute il ne peut pas noter ça dans l'instant, il ne peut pas se rendre compte de ce qui se joue, même s'il y a quelques indices quand même avec ces turbidités là, mais bon, qui sont quand même entre guillemets normales, on va dire. Mais évidemment, le trait de côte bouge beaucoup, et ceci dans plein d'endroits sur la planète, et avec un recul manifeste du trait de côte, parfois très violent à la faveur de grandes tempêtes. Et c'est catastrophique, évidemment, parce que là, comme vous pouvez le voir, bon, là, il y a des champs, mais là, il y a quand même des maisons. On a une fâcheuse tendance à se mettre un peu en danger quand même, parfois de manière un peu irresponsable. Bon, là, s'il y a des promoteurs immobiliers ou des maires qui signent dans la salle des arrêtés un peu faciles pour construire, c'est pas bien, ne le faites plus trop, parce qu'évidemment, il y a des conséquences. Avec le changement climatique, eh bien, il y a des changements qu'on appelle finalement profonds, donc il y a des déséquilibres majeurs dans les paysages. Il ne faut pas construire au milieu de sur les berges de rivières. Si vous allez dans l'Allier, dans l'Allier précisément, à Brioude, les anciens construisaient sur les terrasses étagées, les terrasses les plus hautes. Parce qu'ils avaient compris que les crues millénaires ou les crues centenales, elles débordaient jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, ces terrasses-là, elles ne sont plus en accord avec les conditions morphoclimatiques de la situation. Donc, si on construit les pieds dans l'eau, littéralement, aussi au bord des mers, comme à la Tranche-sur-Mer ou sur la façade océanique, ou au bord des rivières, il ne faut pas s'étonner, puisqu'il y a un changement climatique, qu'on soit un jour inondé par ces organismes fluviatiles ou océaniques. Ça, c'est La Rochelle, avec le port des Minimes, ici, et puis ici, le port industriel. Ça, c'est le port touristique. Et puis ici, vous avez le Havre, absolument, avec ici des grandes capacités de stockage de pétrole. On voit d'ailleurs, c'est comme ça qu'on observe les stocks de pétrole sur à peu près 60 points dans le monde par satellite. On peut en temps réel savoir quels sont les stocks de pétrole raffinés dans 60 points du monde en faisant 60 clichés par jour et en comptant. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de toit, en fait. Il n'y a pas de toit sur ces grands fûts de pétrole. Donc, on peut très facilement, en mesurant la hauteur de l'ombre, savoir quel est le stock à l'intérieur de chacune de ces cuves. Ah, ça, c'est plus complexe. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on voit là? Et où c'est? C'est pas Madère. Pardon? C'est pas Boston, c'est pas les Canaries, c'est pas Singapour, c'est pas ces continents-là.
Enfin, Boston, si, c'est le continent, mais enfin, ouais, c'est pas vraiment la plaque continentale américaine. Hein. Non, on est bon. En fait, là, vous avez un aéroport, vous avez vu l'aéroport. Par contre, là, vous n'avez pas vu ici ce que c'est ça. Ça, c'est pour des hydravions. Et en fait, nous sommes à Honolulu, à Hawaï, à Pearl Harbor. Et en fait, à 3 ou 4 pixels près, mais donc juste à l'extérieur de la photo, là, il y a le cimetière marin de Pearl Harbor. Donc à quelques pixels près, on aurait pu voir les épaves des bateaux de guerre coulés en 1941 par les Japonais, des bateaux de guerre américains, à quelques pixels près seulement. Et voilà, et vous avez ici les flancs du volcan. Voilà. Alors ça, vous connaissez Cape Cod, bravo. Cape Cod, la lieu de résidence et de villégiature des grandes fortunes de la côte est américaine. Alors là aussi, c'est assez étonnant, Cape Cod. Si on regarde donc avec un satellite qu'on fait une animation sur plusieurs années, on voit la migration des flèches sableuses. Donc là, c'est parfaitement, entre guillemets, naturel, hein, à la faveur des tempêtes. C'est assez étonnant de voir ça, mais bon, voilà. Alors évidemment, le changement climatique va accélérer peut-être le rythme des tempêtes et le rythme des migrations des bancs sableux. Alors ici, Thomas a cru que c'était le cap de Bonne-Espérance. Ce n'est pas le cap de Bonne-Espérance, c'est juste à côté, c'est à une centaine de kilomètres du cap de Bonne-Espérance, parce qu'on a l'impression que les eaux ne se mélangent pas. Mais voilà, on est au cap de Van Dijk, en République d'Afrique du Sud. Alors des îles paradisiaques, il y en a plein sur Terre, hein, évidemment, et depuis la Station spatiale internationale, on peut en observer des centaines. Vous en connaissez certaines, il y en a qui ne sont pas très loin de chez nous. Hein. Il y a beaucoup d'îles françaises. Voilà, ça, c'est pas très loin de chez nous, c'est Chauzet, avec des archipels absolument magnifiques. On voit des casiers à huîtres, là d'ailleurs, par exemple. On arrive à quand même une forte précision, même à 400 km d'altitude, avec un téléobjectif de 800 mm. On peut voir des détails extrêmement fins. Il y a des bateaux aussi. Hein. Voilà, ça c'est Los Roques, donc un bel atoll, ou ce qu'il en reste. Voilà d'autres atolls encore, absolument magnifiques, avec des eaux peu profondes. Là aussi, on a des cours de volcano à ciel ouvert. Alors, on parle un peu aussi de ce qui fâche, hein. On parle de minerais. Voilà, tout à l'heure, on a vu une mine de diamants dans la conférence de cet après-midi. Alors, c'était du diamant, Myrni, c'est du diamant. Voilà les bassins de lixiviation et voilà des mines. Ça, c'est Prominent Hill en Australie. Donc, on extrait de l'or et du cuivre, essentiellement. Ça, c'est Akjout. Alors, je suis allé en Mauritanie, je suis allé voir à quoi ça ressemblait, en fait, cette mine gigantesque. Donc là, vous avez des grands bassins de lixiviation. Là, vous avez des terrils énormes. Là, vous avez la mine à ciel ouvert. Et là, le petit village d'Akjout. Alors, vu d'en haut, on ne se rend pas compte, en fait. Ça fait 1 km de diamètre, le bassin de lixiviation, là. C'est énorme. Et alors, vu d'en bas, voilà le terril. Le terril, il fait des centaines de mètres de haut. C'est des montagnes artificielles, littéralement. Et en fait, on extrait là-bas du cuivre. Alors quand je dis on, c'est les Canadiens et les Australiens, hein, essentiellement. Et donc vous avez des convois de cuivre, un peu d'or aussi, de temps en temps quand même. Alors pas forcément de cette mine-là, mais de quelques mines pas très loin. Où voilà, vous avez des convois de trains qui partent en Occident pour être transformés. Et il y a quelques milliers de personnes qui vivent de ça, ou qui survivent de ça. Donc des cicatrices comme ça, il y en a quand même pas mal. Et ça attire l'œil de l'astronaute assez facilement quand même depuis la station spatiale. Et puis voilà, ce qui fâche, c'est le sel, mais pas n'importe quel sel. Vous connaissez ça? Les batteries de voitures, les batteries de téléphone portable. Tout le sel de lithium, il produit des mines à ciel ouvert comme ça, dans des endroits désertiques où il n'y a pas d'eau. Déjà, naturellement, il n'y a pas d'eau. Alors, vous savez qu'on va peut-être ouvrir des mines à ciel ouvert comme ça en Bretagne.
Il y a un peu plus d'eau. Alors, comment on produit du sel de lithium? On va pomper de l'eau dans la nappe aquifère et puis on va rincer dans des grands bassins de lessivage. On va laisser s'évaporer et on va récolter le sel de lithium qui va cristalliser comme ça par évaporation. Bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent ici, mais ceux qui habitent ici ne sont pas contents, hein, je peux vous le dire, parce qu'ils n'avaient déjà pas beaucoup d'eau. Et là, alors c'est le désert d'Atacama, hein, on est à quelques centaines de kilomètres de nulle part. Donc ça marche plutôt bien, on n'embête pas trop les voisins, mais les pauvres gens qui habitent là, eux, ne sont pas très contents. Mais ça donne du travail, évidemment, aussi bien aux Argentins, aux ingénieurs argentins, aux techniciens argentins que péruviens ou chiliens. Et il y en a comme ça de plus en plus, avec donc une consommation d'eau des aquifères énorme. Donc les Saoudiens qui arrosent avec l'aquifère fossile du Sahara, du maïs ou des tomates en plein Sahara, ils n'ont rien à envier aux Argentins ou aux Chiliens. Chacun fait ce qu'il peut. Hein. Alors, on discutait avec Pierre Thomas, je ne sais pas s'il est là, mais peut-être que là aussi, l'évaporation de l'eau contribue à humidifier l'atmosphère. Alors, c'est peut-être peanuts par rapport pour le gaz à effet de serre, la vapeur d'eau, mais quand même, plus on va continuer à faire s'évaporer de l'eau, plus ça va alimenter la teneur en vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et puis, pour terminer, avant les photos satellites, les photos du ciel nocturne, je vous ai proposé quelques photos étonnantes. Vous avez ici un avion. Alors, je ne sais pas si c'est un avion d'Air France. Thomas est pilote d'Air France. Mais donc, l'avion, il est à 10 km, entre 10 et 12 km. Thomas, lui, il est à 420 km. Et on arrive quand même à très bien voir l'avion. Ça, c'est un bateau. Alors, vous allez voir que c'est quand même assez surprenant. Donc, on est en plein océan. Ici aussi, vous avez un bateau. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Il est au bout de la flèche. Donc là, par contre, il vaut mieux être assis à Florence qu'être dans le bateau. Parce que tout ce que vous voyez là sont des grandes vagues en tempête. Donc là, les gens qui sont à bord du bateau, ils doivent souffrir un peu quand même. Hein. Il ne faut pas avoir le mal de mer. Là, on est dans le golfe de Californie, encore en pleine tempête. Mais alors là, cette fois-ci, c'est un peu plus violent. Là, on doit être à force 8 ou force 9. Je ne sais pas si vous avez vu le bateau, mais eux, pareil, les gens, ils doivent s'en souvenir un peu. Il est là. Perdu dans le golfe de Californie également. Là, toujours un bateau, mais si vous le trouvez, je vous offre une bière, parce que moi, je ne l'ai toujours pas trouvé. Alors, plus sérieusement, vous avez reconnu San Francisco, le Golden Gate. Et là, ça m'a quand même interpellé. D'abord, parce que j'aime beaucoup cette région du monde. Vous avez reconnu Sausalito, le petit village de pêcheurs. San Francisco, Alcatraz, pour les vilains pas beaux. Et puis là, le Golden Gate. Et là, donc, un super tanker ou cargo, porte-conteneur qui vient probablement directement de Chine. Et là, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé. Lui, il fait un peu moins de 400 mètres de long, j'ai mesuré. Et là, vous voyez la trace qu'il génère. Alors, il a réduit sa vitesse déjà depuis longtemps pour rentrer évidemment dans la baie de San Francisco. Mais j'ai mesuré, là, ça fait plus de 9 km de long. Donc, le milieu marin, il est perturbé des heures et des heures, complètement perturbé, par les moteurs, alors qu'il a ralenti ces moteurs. Ça laisse quand même un peu songeur. Comment voulez-vous que les cétacés ne viennent pas se réfugier dans les écluses de Paris, quoi? C'est pas possible. Quand on vit un enfer comme ça, on se barre, quoi. Et ben, c'est probablement ce qui va se produire, hein, parce que ces moteurs-là, à plein régime, on les entend à des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres à la ronde quand on est un beluga ou un cétacé. C'est quand même assez surprenant, parce que moi, j'avais jamais vu une photo satellite comme ça. C'est une photo satellite prise par Thomas, mais voilà. Ça reste quand même assez spectaculaire et ça fait réfléchir. Alors oui, déforestation, il fallait aborder aussi ce thème-là. L'homme y met du sien et du cœur, hein, pour déforester. Alors on a fait pareil, hein, on ne va pas brimer, je ne défends pas les dictateurs, hein, là on est au Brésil, et en Bolivie, mais c'est pareil au Brésil. C'était pareil sous Lula que sous le nouveau président brésilien, c'est exactement pareil, hein, la déforestation avance aussi vite. Il y a autant de morts chez les Indiens qui se rebellent. Et vous voyez la façon méthodique dont c'est géré. Donc c'est assez efficace. On crée un centre. Là, ici, c'est un petit village. Et à partir du village, on défriche en rayons avec un parcellaire. Donc on va donner en fait des parcelles littéralement
aux gens pour qu'ils les défrichent et qu'ils les transforment en pâturage ou en champs agricoles pour faire du soja ou d'autres choses. C'est extrêmement efficace, c'est très rapide. Évidemment, c'est complètement dévastateur. Et maintenant que vous êtes très fort en hydrogéologie, vous voyez qu'il y a quand même des rivières. Ces rivières, les caprices de ces rivières étaient absorbés par la forêt tropicale. Quand il y avait des crues, ça ne gênait pas grand monde parce que les arbres se nourrissaient de ces crues-là. Évidemment, quand il n'y aura plus un arbre, plus une haie, plus un taillis, quand ça va déborder, ça va lessiver littéralement, comme ça s'est produit à Madagascar d'ailleurs, c'est très compliqué maintenant, dans le Betsiboka, d'avoir des terres fertiles. En quelques dizaines d'années, les terres vont être lessivées par les pluies, il n'y a plus rien qui retient la terre, et donc on ne pourra plus cultiver ces zones-là. Donc eux, ils ont encore un peu de temps devant eux, encore peut-être 100 ans ou 200 ans, mais c'est vraisemblablement ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout d'arbres ici. Vous voyez, c'est très efficace, c'est un véritable damier, et à l'intérieur du damier, il y a encore un parcellaire incroyable. Donc là encore, l'astronaute ne peut pas noter la progression du phénomène, mais par contre, il peut témoigner d'une mission à l'autre de ce qu'il a vu. Et voilà, donc quand on fait un time-lapse avec plusieurs années et images satellites, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est des time-lapse que j'ai fait à partir de Google Earth, que vous pouvez fabriquer sur n'importe quel point du globe. Vous pouvez constater exactement la dynamique d'un paysage et sa transformation. Voilà, donc on fait des routes. À partir des routes, on tire d'autres routes. Et puis on progresse. Il y a différentes méthodes, mais ça marche bien, c'est assez efficace. Bon, on a fait pareil. Si vous trouvez des forêts de sapins en France, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas l'étage du sapin. Même dans le Jura ou dans le Haut-Doubs, la forêt ne devrait pas être comme ça. Elle devrait être bien plus mêlée avec des conifères et des feuillus. En l'an 1000, on a défriché complètement. Si vous allez en Islande, je sais qu'il y a des gens qui vont en Islande parmi vous, si vous allez en Islande, il n'y a plus d'arbres. Ce n'est pas le hasard. Il y avait des arbres. Il y a 1000 ans, il y avait des arbres en Islande. Il y avait une forêt complète. Voilà, donc on sait faire. On a la preuve qu'on a su faire et qu'on sait faire. Allez expliquer à d'autres qu'on a fait mal et qu'il ne faut pas qu'ils fassent comme on a fait nous. Des volcans, ça c'est le Vésuve, on va passer vite. Hop, il y a des très très beaux volcans en activité. Ça c'est l'Etna, avec la petite route à gauche qui monte pour aller à l'Etna. Ça c'est le piton de la Fournaise. Très jolie photo avec un bel effet de faune. Et voilà. Et puis alors, comme c'est un artiste aussi Thomas, il a pris à gauche des photos de l'Amérique du Nord qu'il a comparées à des tableaux de Nicolas de Staël. C'est vrai qu'il y a quand même une petite ressemblance. Si certains d'entre vous ont volé en Amérique du Nord au-dessus de ces plaines du Midwest, c'est vraiment monotone, il faut voler parce que sur la route c'est juste un enfer. Le paysage est complètement monotone, mais ça donne ça vu d'en haut. Voilà, j'en ai presque terminé. Vous avez eu plein de goodies possibles et imaginables avec les photos de Thomas, y compris des timbres-poste magnifiques. Vous avez eu une super BD de Marion Montaigne, très drôle, que je vous recommande. Vous avez un bouquin qui est en vente d'ailleurs dans les librairies de Florence. C'est le même, c'est juste la couverture qui change. Un très beau bouquin avec ses photos. Ça, c'est moi et lui et moi. Non, c'est pas drôle. Ça, c'est lui. Alors, vous reconnaissez Claudie et Ségolène. C'était au Bourget. Et puis, pour terminer vraiment, là, quelques photos de nuit. C'est malheureux, mais c'est juste la dernière semaine qu'il a eu l'idée de regarder à travers la cupola, mais pas vers la Terre, mais au-dessus. La dernière semaine de sa mission spatiale, il a fait quelques photos de nuit. C'est un peu dommage quand même. C'est pas un astronome. Donc l'Agence spatiale européenne, si tu m'entends, forme tes astronautes à l'astronomie et à regarder le ciel aussi de nuit, parce que nous, on aime bien ça à Florence. Regarder les étoiles, d'autant plus qu'on peut le faire, quoi. Alors voilà. Et donc, nos experts de la Société astronomique de France, ils ont par-dessus rajouté des catalogues d'étoiles pour reconnaître les constellations. Alors, tantôt d'hémisphère nord, tantôt d'hémisphère sud. J'ai une question pour vous. Combien on voit d'étoiles depuis la Station spatiale internationale? Et est-ce qu'on en voit plus? J'ai deux questions, en fait. Est-ce qu'on en voit plus que depuis le désert d'Atacama, par exemple,
Admettons que c'est le ciel idéal sur la planète. 2 questions. Alors, combien d'étoiles depuis la station spatiale? En ce temps-là, je fais défiler. Il y a des... Allez-y, dites. Pardon? Trop. Beaucoup trop. C'est vrai qu'on peut se perdre, hein. On peut se perdre, mais jamais trop. Merci. Non, vous n'avez pas d'idée? Alors, est-ce qu'on en voit plus que depuis un ciel théorique magnifique et pur sur Terre? Ou est-ce que c'est pareil? Pareil? Plus? Moins? Plus? Eh ben non, c'est pareil. Bravo. C'est quasiment pareil. Alors, c'est plus, évidemment, par hémisphère. Donc c'est 3000 par hémisphère à peu près. On voit dans un ciel théorique pur à peu près 3000 étoiles, à peu près. 3000 étoiles à œil nu, et ça dépend des yeux, vous allez me dire. Voilà. Donc vous voyez, c'est très compliqué quand même de reconnaître ces constellations. Hein. Parce que, évidemment, dans un ciel pur, il y a quand même beaucoup de points à identifier et ce n'est pas évident du tout. Pardon? Non, c'est pas la même vision, non, pas exactement. Mais bon, on reconnaît bien la Croix du Sud, la Carène, le Centaure, pour ceux qui connaissent un peu la Croix du Sud. Et puis, parfois, il y a des spectacles aussi bien dans le ciel de nuit que sur Terre. Tout à l'heure, dans la conférence de l'après-midi, on entendait parler des pêches. Là, vous avez ici le Vietnam. Ah, moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai travaillé des heures sur cette photo-là pour comprendre ce qui se passait en bas, parce que je ne comprenais pas. Ici, il n'y a pas de ville. Ça, ce n'est pas une ville. La capitale du Vietnam, elle est là, sous le nuage. Ça, c'est un éclair d'orage. Et ça, ce sont des milliers de bateaux qui pêchent légalement ou illégalement la nuit avec des éclairages jaunes ou verts. Et vert pour les poulpes et les sèches ou des choses comme ça. Donc là, c'est le Vietnam. Et alors là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Là, j'ai mis des heures à comprendre le trait de côte. Il n'y a pas de ville, mais c'est éclairé comme une ville. Eh bien, ce sont des rizières. Les rizières qui ont été transformées en élevage de crevettes. Parce que les paysans qui faisaient du riz ne gagnaient pas assez bien leur vie. Du coup, ils font des crevettes et des gambas. Ça vient de là, les gambas qu'on mange quand ils viennent du Vietnam. Ils viennent d'ici. Ils ont fait fortune en faisant de la crevette et du gambas. Et du coup, quand on fait fortune, on installe des lumières. Et voilà. Donc ce sont des champs éclairés. Et puis les gens habitent au bord des bassins d'élevage. Et ça fait comme une ville. Voilà. J'ai mis du temps à identifier ça. Le taureau, Persée, les Pléiades, le bélier. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je peux tenter d'y répondre. En tout cas, je vous conseille ce numéro-là, parce qu'il est collector. C'est le numéro de l'astronomie du mois de janvier de cette année, dans lequel vous retrouverez une partie du ciel de Thomas, avec ces images absolument magnifiques qui ont été retraitées par la SAF.